3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Antoine Post est avec nous ce soir. Bonsoir Antoine. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir autour de la table ce soir. Vous êtes gérant de portefeuille chez Constance Associés. Merci d'être là. Merci à David Calfon de nous accompagner également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Le président de Sanso Yes. Et Pierre Bismuth avec nous également ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général et directeur de gestion de Myria Asset Management. Les commentaires à chaud après le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. David, je me tourne vers vous. Dans les chiffres qu'on a pu évoquer, est-ce qu'il y a des enseignements particuliers à tirer avec prudence toujours, On sait que les chiffres sont un peu volatiles sur le marché du travail américain, mais qu'est-ce que ça nous signale à ce stade ? Alors, il y a un enseignement déjà à tirer, c'est qu'on est en sortie de crise, on est dans une crise qui était inédite, qu'on n'a jamais vue auparavant. La sortie de crise est tout à fait à l'image de cette crise. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait du mal que les prévisionnistes aient du mal à prévoir un petit peu les chiffres de l'emploi, etc. Donc, on voit l'ampleur des révisions, l'ampleur l'écart entre le chiffre actuel et le chiffre prévu qui est quand même assez énorme. Les révisions des mois précédents qui sont tout aussi énormes. Ça veut tout simplement dire qu'effectivement, tout le monde navigue un petit peu à vue. Globalement, on n'est quand même pas très loin de ce qui était prévu. Et d'ailleurs, les marchés de taux nous l'ont dit. On était autour de 1,60 ce matin. Après, on est toujours autour de 1,60 sur le 10 ans américain. Voilà, donc il n'y a pas eu énormément d'informations nouvelles. Je pense qu'on est toujours dans un environnement où la Fed va pouvoir agir comme elle veut et à peu près quand elle le veut. Le vrai sujet va être, bien entendu, de gérer la réaction des marchés par rapport aux actions de la Fed. Donc on est toujours sur le même sujet, de préparer les anticipations, de préparer les marchés, de donner de la visibilité. Malheureusement, la visibilité, en ce moment, on en manque cruellement. Non, oui. Sur la question du tapering de la Fed, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, ça, voilà, exactement. Oui, non. Et on commence à voir à peu près quand ça va se passer, etc. Ouais. Donc là, aujourd'hui, les chiffres qui sont sortis ne remettent pas du tout en cause ce scénario donc d'un tapering qui pourrait commencer dans les mois qui viennent et s'étaler au premier semestre de 2022. Ouais. On verra. Prochaine réunion de la Fed, 2 et 3 novembre prochain. Il y aura encore un chiffre d'inflation la semaine prochaine aux États-Unis. Et puis, ce sera le grand moment pour Powell, peut-être le 3 novembre prochain, pour annoncer un début de réduction du programme d'achat d'actifs. Voilà, donc le fameux tapering. Antoine, dans les chiffres d'emploi américains, qu'est-ce qui vous intéresse là aujourd'hui ? Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, notamment sur les chiffres de l'emploi, c'était justement les hausses de salaire qui ont peut-être un petit peu surpris une partie de la communauté des investisseurs, puisque on constate que avec les déclarations de Jérôme Powell, beaucoup s'attendaient à un caractère très transitoire de l'inflation et donc par conséquent des pénuries aussi liées à l'emploi dans certains secteurs. Je pense à l'hospitalité notamment, au transport, à la restauration bien évidemment aussi. Et là, on voit que finalement, quand on reprend les données depuis début 2021, eh bien, à chaque fois, quasiment, les hausses de salaire sont supérieures aux attentes de marché. Et ça peut éventuellement être un facteur déterminant pour la Fed dans le choix de sa politique monétaire, puisque vous avez, comme vous le disiez, le taux de chômage qui est à 4,8, d'une part. Les créations d'emplois, on sait comment ça va, ça vient. Ce n'est pas une science exacte et ça fonctionne beaucoup par à-coup aussi. Mais il y a des données tangibles et notamment, je pense donc à ce taux de chômage et à ces hausses de salaire qui, comme vous le disiez aussi, en lien avec le chiffre de l'inflation de la semaine prochaine, pourraient commencer à nous donner vraiment une indication. C'est toute la question. Est-ce que l'économie américaine, est-ce que la préservation de la force de travail peut nous permettre d'imaginer de revenir au plein emploi à 3,5% ou est-ce que déjà à 4,8%, on est sur un marché du travail tendu ? Alors on est quand même sur un marché du travail tendu. Tout dépend après des secteurs d'activité, mais on le voit, certains secteurs ont beaucoup de difficultés à recruter. C'était le cas du transport, c'était le cas de l'hôtellerie. On voit loisirs, hospitalité, c'est intéressant parce que c'est à la fois les plus gros créateurs d'emplois là sur le mois de septembre et c'est là où l'envolée des salaires pour ramener les gens dans le travail est la plus forte à plus de 10%, je crois. Tout à fait. Et on le voit aussi dans le retail notamment, puisque au pic de la crise de coronavirus, quand tout était fermé, il fallait motiver les gens à sortir de chez eux et à travailler. Et donc, on a vu des hausses de plus de 10%, là encore aussi à l'époque, sur les salaires du retail pour motiver justement les employés à ne pas rester chez eux et à venir. Donc, je pense
pense qu'effectivement, on aura un équilibre à trouver qui ne sera pas évident. La tech, ce n'est pas un problème puisque les salaires sont d'ores et déjà stratosphériques. C'est un problème qui était bien avant le Covid. Mais effectivement, ce sera un juste équilibre, un jeu d'apothicaire. Et il n'est pas dit que la Fed puisse faire des allers et retours dans ses politiques de hausse de taux et de tapering selon l'évolution du marché. Mais aujourd'hui, les indicateurs orientent plutôt vers hausse de taux et un tapering. C'est ça, la Fed commettrait pas d'erreur en déclenchant, en annonçant un tapering début novembre au regard des éléments qu'on a pour l'instant. Je ne pense pas, non. Je pense qu'au contraire, ça peut-être rassurerait même les investisseurs et les marchés qui se diraient, bon, il y a un capitaine à bord, peut-être qu'il fera une erreur ou deux, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, on ne laisse pas l'inflation filer, et on sait que l'inflation a quand même été vraiment au centre des préoccupations des banques centrales, que ce soit européennes ou américaines, depuis les dernières décennies. Donc voilà, je pense que ça va être un gros sujet. Bon, Pierre, vos commentaires sur l'emploi américain et puis ce que ça implique évidemment pour les marchés, pour la Fed. Quand même le constat que l'économie américaine semble bien tenir. Il y a eu les ISM aussi, les enquêtes d'activité là pour le mois de septembre, qui étaient quand même encore à des niveaux très élevés. Oui, mais en fait, c'est pas très surprenant que le marché réagisse finalement très peu aux chiffres. Et je pense que le chiffre clé va être vraiment le chiffre d'inflation publié la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a des chiffres d'inflation qui tendent on voit que le pic d'inflation est plutôt passé aux États-Unis. Et c'est vrai que les hausses de salaire qui ont été publiées aujourd'hui, c'est un peu inexplicable et on n'arrive pas à faire le lien entre les chiffres d'inflation publiés qui ont du retard et les chiffres d'augmentation de salaire. Donc pour savoir si on va avoir ces effets de second tour, cher à Jean-Claude Trichet, il va nous falloir encore un peu de données. Et c'est vrai que on a des chiffres volatiles, le marché les prend finalement de manière assez neutre, mais je pense qu'il nous manque des données pour avoir un vrai thème d'investissement. Quant au tapering, là, je pense que la Fed, encore une fois, ne va pas faire d'erreur. Et quoi qu'elle l'annonce, tout le monde est assez dans les starting blocks pour la suivre. Parce que le marché obligataire est quand même vraiment au diapason de la Fed. Et en fait, elle ne va pas dire tout d'un coup, j'arrête mes mesures de soutien au marché, à l'économie. Elle va dire, comme d'habitude, très progressivement, et depuis 2014, et l'erreur de communication de Bernanke, je pense qu'ils ont beaucoup appris. Et nous aussi, on a beaucoup appris. Déjà, on sait ce que veut dire le tapering. Et on sait ce que veut dire la réduction de la liquidité. Donc, ça va être très progressif. Ça va être juste un signal pour dire... L'économie américaine est de plus en plus auto-entretenue et elle a de moins en moins besoin de mesures de soutien. Donc, on accompagne en fait la réouverture, le fait que l'économie fonctionne très bien. Et c'est vrai que objectivement, l'économie... On vient en réaction à l'amélioration économique qu'on observe. Et franchement, c'est une économie absolument de rêve, l'économie américaine. Franchement, on sort d'une pandémie, ils sont quasiment en taux de chômage... très proche quand même des plus bas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on pensait que le taux de chômage naturel, c'était 6%. Là, on est à 4,8 et on se dit, c'est quand même pas 3,5. Enfin, on a quand même vraiment des problèmes de riches au niveau américain. Effectivement, il ne faut pas que l'inflation s'emballe. Je pense que la Fed est totalement à même de résoudre ce problème. Mais par contre, on manque de données pour savoir si vraiment l'inflation des prix se transfère au salaire qui se transfère au prix. Et il faut attendre encore un peu, visiblement. Ouais. C'est ça. Mais vous dites, voilà, le tapering serait-il annoncé le 3 novembre prochain? Ce serait une bonne nouvelle pour le marché. C'est toujours une bonne nouvelle. Une montée des taux, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais c'est évidemment. Et encore une fois, l'environnement que l'on a au niveau économique est tout à fait cohérent avec des taux à 10 ans aux États-Unis qui devraient être autour de 2%. Je trouve que là, franchement, on est en anomalie totale d'être à 1,60. Alors, franchement, si la BCE a annoncé, maintenant on est à 0,5 plutôt que moins 0,5, je pense que personne n'a pas les mêmes progressions de salaire, on n'a pas les mêmes perspectives d'inflation. Ça veut dire ça va sans doute, les deux histoires vont sans doute diverger à nouveau. Ça veut dire qu'on a les moyens. C'est ça qui est... J'aime bien l'idée là. Si 2%, ça devrait être le taux naturel du 10 ans américain, 1,60. Comment ça se passe? Admettons, si le 10 ans passe de 1,60 à 2%, sur le marché obligataire, c'est ce qu'on appelle une correction du marché obligataire. Ça, d'accord. Comment ça se passe pour le reste des marchés, les marchés actions? Alors, en fait, je crois que ce qui va être le plus important pour l'ensemble des marchés actions, c'est le niveau global de liquidité. Il y a un truc qu'on aime bien faire chez Samso Investment Solutions, c'est de regarder en agrégé
combien les banques centrales fournissent de liquidités au marché. Puis on s'est même amusé à faire des petites corrélations en disant tiens, c'est marrant, quand on arrive en dessous de tant de trillions, tout d'un coup, là, les marchés ils corrigent plus souvent. Voilà, donc c'est plus ou moins heurté. Et on est en train de mesurer un petit peu à quel point les marchés sont sous perfusion. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'actuellement, là où on en est, même si on anticipe un premier round de réduction de liquidité, on n'est pas encore sur des niveaux très, très inquiétants, quoi. La probabilité d'avoir une vraie correction de marché. Donc attention, je ne parle pas d'un moins 10% qu'on devrait faire chaque année, tout le temps, régulièrement. Un moins 20, quoi, qui fait mais voilà, un truc qui pique un peu. Oui. Voilà, c'est un truc qui oblige à reconsidérer un peu son histoire. Exactement. Donc là, pour le coup, on n'est pas encore dans cet environnement-là. Donc globalement, on pense qu'il ne devrait pas y avoir de gros sujets. C'est pour ça que le petit mouvement de correction qu'on a eu là, parce que quand même sur le marché européen, on a quand même fait moins 7. Ouais, c'est ça, oui, on est moins 7, moins 8, ouais, c'est ça. Pour nous, ça a été l'occasion de remettre au travail un peu d'argent. Voilà, parce qu'on se disait que justement, l'environnement global n'était pas encore trop risqué. Ouais. Et à moins, c'est intéressant, et à moins 7% sur les indices européens, vous avez dit c'est le moment d'y revenir parce que j'aurais pas mieux, pour l'instant. Alors, nous, on est très humble par rapport au marché. On a passé trop d'années sur ces marchés pour ne pas faire preuve de minimum d'humilité. Donc, on sait bien qu'on n'aura jamais le point bas. Donc, en fait, à partir de moins 7, on se dit, bon voilà, c'est le moment où on peut commencer à re-rentrer, et on le fait toujours par petites touches, de même que quand on vend, on le fait progressivement, quand on achète, on le fait aussi progressivement. Donc voilà, moins 5, moins 7, c'est les niveaux où on a commencé à remettre un petit peu de capital au travail. Antoine, comment vous regardez quand même la volatilité de marché qui s'installe? Parce qu'on a quand même moins 7 du pic au creux sur les indices européens. Sans doute qu'à New York, ça doit être un peu plus réduit. On est peut-être sur une baisse de 5% plus sur le S&P 500 du pic au creux. On a eu un top de marché début septembre, je crois, sur les indices américains. Et puis un peu plus de volatilité. Enfin, il y a eu une séance là cette semaine, je crois, mercredi. On voit moins 2, plus 2 sur la séance à Wall Street. Ouais. Ce qu'on n'a pas vu depuis des mois quand même. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense qu'il y a une forte volatilité qui s'explique aussi par le fait qu'un certain nombre d'investisseurs qui étaient initialement sur les marchés de taux pour essayer de générer un petit peu de rendement et de performance ont dû augmenter le risque de leur portefeuille, et ça passe généralement par transitionner une partie de leurs actifs vers des encours plus risqués, à savoir les actions. Sauf que ces gens-là, ils ont des contraintes qui vont être systémiques eu égard à leur position, et quand on passe en mode risk-off, eh bien, il faut déleverager assez rapidement. Donc je pense que ça explique une partie déjà de cette forte volatilité qu'on connaît, avec des investisseurs qui, de bon an mal an, doivent sortir à toute vitesse pour garder une cohérence vis-à-vis de leur politique de gestion. On a d'autre part, et ça c'était assez intéressant de le noter, lors de la dernière période de hausse de taux, donc qui avait déjà été entamée par Jérôme Powell, on a vu que les marchés actions se comportaient globalement très bien. C'est quoi, 2016-2018, ouais, c'est ça? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais. Et on a vu que, alors qu'on nous parlait là aussi de krach obligataire, de baisse faramineuse des marchés actions, eh bien, la résilience et la puissance du marché américain a fait qu'ils ont continué de monter. Et ça a beaucoup plus baissé sur les problématiques inhérentes à la guerre commerciale, notamment, que Donald Trump avait engagé fin 2018 avec la Chine, que sur ces problématiques de hausse de taux où on voyait l'économie américaine capable de se réguler et de continuer d'amorcer sa croissance. Donc vous dites comme Pierre, finalement, les premières hausses de taux sont toujours vécues de manière positive par les investisseurs. C'est un problème de riche, c'est un problème de quelqu'un qui se dit comment je fais pour réguler mon économie qui repart. Je pense qu'en Europe, on aimerait beaucoup se poser cette question et on n'y est pas encore. Non, on pourra dire un mot de l'Europe, mais sur la thématique de la volatilité, alors je ne sais pas d'ailleurs, le mois de septembre a marqué quand même une petite rupture par rapport à ce qu'on a observé au cours de l'été, Pierre. Oui, alors c'est vrai que nous on est assez concentrés finalement sur ce qui se passe en Chine, et on pense quand même que le principal de la volatilité, des crispations du marché, alors certes on a l'inflation qui a vraiment le thème majeur, ça c'est évident. Oui, mais ça c'est sous les yeux de tout le monde, quoi. C'est ça, mais avec une hausse des matières premières, les disruptions dans les chaînes d'approvisionnement,
d'approvisionnement, mais on a aussi le fameux Evergrande, et c'est vrai qu'on a quand même un événement de crédit, un défaut pour le moment contrôlé, qui amène quand même pas mal de stress dans le marché par ricochet. Il ne faut pas oublier que cette semaine, on a eu quand même la bourse chinoise qui était fermée, avec des mouvements spectaculaires à Hong Kong, qui elle était ouverte. Et là, je pense qu'on en saura plus la semaine prochaine quand les marchés vont réouvrir et comment va être géré finalement ce défaut contrôlé ou cette restructuration contrôlée par le gouvernement chinois. Ça a amené quand même vraiment beaucoup de volatilité dans le marché. Oui, c'est un point hyper important, Pierre. C'est déjà autour du risque financier Evergrande, plus les autres et l'immobilier chinois. Vous dites on n'est pas encore totalement rassuré à 100%. C'est-à-dire que moi, je me souviens de la crise des subprimes et d'un événement en juillet 2007 où tout le monde disait les subprimes, c'est 300 milliards de dollars et c'est parfaitement gérable. Ouais. Bon, on a vu le résultat. Juillet 2007, c'est le gel des fonds monétaires. Ça a duré un an. Ça a pris un an. C'était en 2008, le gel des fonds monétaires. C'était en août. Ah bon, d'accord. Ouais. Mais en 2007, déjà, il y avait. Voilà, oui. Déjà, prémisse de la crise des subprimes. Là où on est rassuré, c'est que l'économie chinoise étant pas forcément ouverte, on se dit qu'il n'y a pas de dissémination de produits de titrisation dans les fonds monétaires, qu'ils soient aux États-Unis ou en Europe. Donc c'est pour ça qu'on est assez tranquille sur le sujet. Mais en tout état de cause, on va voir après la reprise en main de certains pans entiers de l'économie chinoise comment finalement un défaut majeur va être géré au niveau de Chine. On va voir si le marché le prend finalement avec philosophie ou va commencer à stresser. Et je pense que ces mouvements de volatilité en septembre, il y a quand même une actualité qui était assez lourde. Et la manière dont les enseignements qu'on tirera ex post du défaut Evergrande, c'est quoi? C'est un enjeu de crédibilité pour Pékin vis-à-vis des investisseurs internationaux, être capable justement de laisser des entreprises faire défaut tout en contrôlant la situation. En fait, on a essayé chez Mirae Asset Management de revenir aux prémices en fait de ce qui s'est passé, et c'est un mouvement du gouvernement chinois, un renforcement des exigences sur les promoteurs chinois qui a provoqué finalement 15 ou 18 mois après finalement la chute d'Evergrande. Donc c'est contrôlé par le gouvernement chinois, c'est toujours selon la ligne du parti pour essayer d'aplanir les inégalités sociales. Maintenant, on peut provoquer un événement et ne pas pouvoir le maîtriser finalement. Et c'est ça que le marché veut savoir, c'est est-ce que le gouvernement chinois va pouvoir maîtriser l'événement qu'il a provoqué. Alors, David, on a déjà vu un petit mouvement de contagion sur le high yield chinois. Donc déjà, on a vu les spreads au global se tendre de manière assez significative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà commencé à voir la Banque centrale réagir. Donc on a déjà eu une première réinjection de liquidité. Donc bon, globalement, voilà, comme on dit, tout devrait bien se passer. Mais c'est effectivement un sujet d'attention constant. Est-ce que ça remet en cause, je ne sais pas, quelques certitudes sur le plan macro? Là, on parle quand même de la Chine, c'est 30-40% de la croissance mondiale. L'immobilier, c'est peut-être 20-25% de la valeur ajoutée ou plus dans l'économie chinoise. Voilà, c'est quand même en termes de masse, c'est important. Même si on n'est pas forcément des investisseurs chinois, est-ce que ça nous concerne de ce point de vue-là? On voit malgré tout qu'il y a eu une dichotomie très nette. C'est-à-dire que les créanciers chinois sont traités d'une certaine manière et les créanciers étrangers sont traités d'une autre manière. Y compris donc parmi les créanciers d'Evergrande, je mets les clients d'Evergrande, donc ceux qui ont mis de l'argent chez Evergrande en attendant un appartement qui soit construit. Ça, on voit bien que le gouvernement est très très inquiet et très prudent pour faire en sorte que tout se passe bien, que les appartements soient livrés, que tout se continue. Oui, les opérations doivent continuer. Voilà, exactement. Donc, je crois que pour la Chine, c'était également l'occasion de faire tomber un multimilliardaire de plus, parce que c'est quand même la 5e fortune du pays, le patron d'Evergrande. Donc après Jack Ma, voilà, c'est notre exemple, donc on rajoute au tableau de chasse. Mais pour le moment, l'impact sur l'économie chinoise n'est pas vraiment très visible, quoi. Bon. Sur la partie croissance, la crise énergétique qui se développe, notamment en Europe d'ailleurs, est-ce que c'est un sujet là aussi d'attention, et quelle réflexion ça vous inspire, Pierre ?
Alors oui, c'est un sujet d'attention. Pour l'instant, c'est quand même assez localisé. Alors en tout cas, les pénuries sont localisées au niveau Grande-Bretagne. Nous, c'est vrai on subit l'inflation sur le gaz, puisqu'on sait que le prix du gaz pour les ménages aura augmenté de 57% depuis l'ensemble des hausses. Donc c'est vrai que c'est un enjeu, mais un enjeu plutôt local. C'est un enjeu politique. Pour les marchés financiers, ça reste encore l'épine du pied qui ajoute de l'eau au moulin de l'inflation. Et pour faire le lien avec le thème précédent, c'est qu'en septembre, on a vraiment l'inflation qui est passée de temporaire à de plus en plus pérenne. Et des risques un peu disséminés, notamment en Asie, qui fait que le marché on fait du surplace et commence à réagir avec des niveaux de volatilité beaucoup plus élevés que précédemment. On n'est plus, je pense, dans le même environnement de marché. Et c'est plus Goldilocks, quoi. Voilà, et le prix du gaz, de l'essence, surtout avec nous, la crise des gilets jaunes en 2018, on sait que le prix de l'énergie va être... tout le monde va focaliser dessus et bon, on n'est pas dans un monde comme on était mais premier semestre. À force d'accumuler ces sujets qui se traduisent par une inflation toujours un peu plus sous tension, en l'occurrence, Pierre, est-ce qu'à un moment, ça oblige à réfléchir sur la croissance ? Alors, le mot de stagflation, est de plus en plus employé. Est-ce que c'est un narratif qui parle déjà aux investisseurs ou est-ce qu'on est très loin de ce genre de situation entre le bruit et les signaux ? Alors pour nous, on est vraiment très très loin parce qu'on est en phase de reprise et que le chemin est tracé jusqu'à fin 2022 et même 2023. Ceci étant dit, 2023, on revient au niveau des croissances potentielles. Et donc en fonction de, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc c'est là où on va voir en fait... Ce qui va être intéressant, c'est de voir justement les révisions à la hausse ou à la baisse sur la croissance 2023 qui pourront nous donner une idée de ce qui se passe aujourd'hui. C'est malheureux, mais voilà, il va falloir qu'on s'arme de patience. C'est pas la croissance 2022 qui vous inquiète, là ? Non, pas du tout. Ouais. Venons-en peut-être aux résultats d'entreprise. Ça va commencer la semaine prochaine. Alors, on aura LVMH, chiffre d'affaires le 12, après la clôture. Et puis, ça commencera comme le veut la tradition avec les grandes banques américaines, JP Morgan et les autres qui publieront la semaine prochaine. Au-delà des banques, sauf si le secteur vous intéresse particulièrement, Antoine, qu'est-ce que vous attendez de cette campagne de publication du troisième trimestre ? J'ai l'impression que les gens avec qui on en a parlé cette semaine dans l'émission, on a du mal à être... ultra confiant, ultra bullish sur les résultats et les discours des entreprises qui vont accompagner ces résultats. Alors effectivement, pour autant, chez Constance Associés, on en attend beaucoup des résultats. Premièrement, parce qu'on pense que ça va véritablement être vecteur de guidance pour la période de Noël, donc très importante sur toute la sphère consommation, par exemple. D'autre part, ça va aussi permettre d'assesser un peu comme Nike l'avait fait en publiant en décalé sur les difficultés qu'on rencontre dans les congestions maritimes, par exemple. Ils avaient guidé que précédemment, pour traverser l'Atlantique, il fallait 40 jours, il leur en fallait 80, avec les coûts associés, bien évidemment. Donc il y a plein de sujets qui vont être très intéressants à regarder. Et une fois n'est pas coutume, chez Constance Associés, on est beaucoup plus positionné sur des univers de croissance, etc. Mais là, on va s'intéresser aux chiffres d'affaires des cycliques, justement pour confirmer ou infirmer les différents scénarios de reprise qui sont sur la table. Parce qu'avant d'avoir les publications de PIB par les États-Unis, par la zone euro, etc., on peut déjà avoir un petit ressentiment via les publications des cycliques. D'autres sociétés qui peuvent être très intéressantes à regarder, ce sont les sociétés ferroviaires, et notamment aux États-Unis. Et ça permet de faire le lien aussi avec le thème sur la Chine, parce qu'aujourd'hui, sur la côte ouest, sur le Canada, vous avez tous les ports qui accueillent les produits en provenance de Chine. Et donc, si l'activité des railroads aux US et au Canada sont bonnes, eh bien, c'est plutôt vecteur d'une amélioration de la situation sur le trafic maritime, peut-être de bottleneck un petit peu amoindri, et donc plutôt vecteur d'un signal encourageant pour justement les publications à venir des entreprises au Q3, mais même au Q4 et après.
Mais ça veut dire que c'est plus du côté des cycliques où vous attendez peut-être des nouvelles un peu positives. Vous avez cité l'exemple de Nike. Nike, ils ont fait un petit warning quand même, justement, en lien avec ces problèmes de shipping, de logistique, etc. Alors Nike, effectivement, c'est pas la demande visiblement qui leur pose problème. C'est pas la demande qui leur pose problème du tout. Nike avait un autre sujet, c'est qu'ils ont beaucoup d'usines au Vietnam et que, eu égard à la situation sanitaire là-bas, elles étaient fermées. Donc au-delà de tous les problèmes de transport qu'on a pu détailler précédemment, il y avait ce problème de manufacturing, vraiment de production qui était bloquant. Donc ça, effectivement, c'est un premier point. Donc vous avez cité Nike et c'est tout à fait juste, ça fait partie des grands leaders sur la conso, donc qui vont avoir un point important. On peut aussi évidemment parler des GAFAM, qui vont de toute manière envoyer un signal au marché positif ou négatif. On le voit bien, une fois qu'Amazon, Facebook, Apple, Google, Microsoft ont publié... C'est fait, quoi. On est un peu plus tranquille si ça se passe bien. Et l'autre sujet, de la capi du S&P 500. L'autre sujet, c'est les retail. Donc un Walmart, typiquement, qui va être très intéressant pour plusieurs sujets. Si vous avez de l'inflation, les consommateurs américains vont peut-être se réorienter vers des groupes deals, vers du discount. Et donc, ça peut aussi donner une certaine indication de savoir si Walmart, premièrement, a des produits, ce qui serait plutôt bien pour eux. Et deuxièmement... Oui, parce que j'ai plus en tête, mais la proportion des produits Walmart qui viennent de Chine est massive. Massive, à tel point qu'ils ont créé leur propre système d'approvisionnement en parallèle pour essayer de pallier un petit peu aux difficultés que tout le monde rencontre actuellement. Donc la question des prix et de la sensibilité des consommateurs au prix va être quelque chose de très intéressant à suivre, là, c'est ça? Alors oui, clairement, ça va être un des gros sujets. Et pour ça, nous, on pense vraiment qu'il faut rester plutôt sur des valeurs qui ont un certain pricing power, parce que le pricing power, ça se traduit par des marges élevées, premièrement. Deuxièmement, ça se traduit aussi par des avantages compétitifs, très souvent, vis-à-vis des concurrents. Et pour prendre un exemple très simple, si aujourd'hui, Xiaomi ou Samsung doivent procéder à des hausses de prix assez importante de leur smartphone. Aujourd'hui, un smartphone Xiaomi, c'est entre 1 et 1 tiers et la moitié d'un iPhone. Si demain, on arrive à 80% du prix d'un iPhone, la question se pose aussi, est-ce que ça ne vaut pas le coup de passer sur l'écosystème d'Apple? Donc clairement, le pricing power va avoir un impact majeur, je pense, sur, d'une part, les décisions du consommateur, mais aussi les résultats des entreprises dans les mois et peut-être même dans l'année à venir. C'est intéressant cet exemple. Oui, c'est-à-dire que attention aux conséquences de ceux qui voudraient peut-être trop monter leur prix. Si le consommateur en retrouve un peu moins peut-être pour son argent, le risque est peut-être que le consommateur, le client, soit moins fidèle à la marque. Et d'une part, et d'autre part, on voit aussi l'effet où Apple, avec des marges assez confortables, il faut le dire, peut se permettre de soit baisser les prix, soit en tout cas de maintenir le statu quo pendant que les autres font monter les prix. Et ça, pour une société qui cartonne déjà plus tôt, c'est un avantage supplémentaire dans la compétitivité. Le client, il s'en souvient, ça. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les résultats qui vont arriver, David? Nous, ce qu'on attend des résultats au troisième trimestre aux États-Unis, c'est qu'ils viennent justifier les valorisations actuelles du marché. Parce que on est quand même sur des niveaux généreux, on va dire. Ce n'est pas des niveaux extrêmes, mais c'est quand même des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment. On est à 20 fois les résultats à peu près, schématiquement. Q3, on attend une progression entre 20 et 25% par rapport à l'année précédente. Ce qui est intéressant, c'est que si on se projette même un petit peu sur le Q4, c'est également encore 21% de croissance qui est attendue actuellement. Et si tout ça se réalise, alors, payer 20 fois, pourquoi pas? Mais il faut délivrer. Et donc, ce que l'on attend de ces résultats, c'est de pouvoir valider le fait que les valorisations actuelles sont justifiées. Et donc ça, c'est vraiment, nous, notre point d'attention. Et bien entendu, après, de manière plus anecdotique, effectivement, le sujet du pricing power est clé. C'est-à-dire que, généralement, dès qu'on voit de l'inflation, ça fait tout de suite le tri entre les sociétés. Il y a celles qui mangent sur leur marge, et puis il y a celles qui augmentent leur prix, et généralement, quand elles peuvent augmenter leur prix, elles augmentent de plus que l'inflation, ce qui améliore les marges. Donc en fait, en période inflationniste, quand l'inflation est légère, mais c'est toujours une bonne excuse pour les sociétés qui peuvent de dire, regardez, j'ai de l'inflation à 3%, donc j'augmente de 3,5%,
Voilà. On verra, ça dépend des produits, Alors, ça dépend de la force de la marque, ça dépend de plein de choses. Mais je trouve que l'exemple d'Antoine est très parlant. C'est-à-dire, certaines marques seront peut-être tentées de passer des hausses de prix très importantes. Encore une fois, on verra jusqu'où le client est prêt à suivre. Exactement. Mais après, Ça, si on voit les salaires qui augmentent, oui. plus l'épargne accumulée, Ouais. voilà, bon, il y a pas mal de petites... Oui, non, mais ce sera intéressant. Pierre, sur cette campagne de résultats, déjà, est-ce que c'est un moment, est-ce que ça peut, je sais pas, remettre le marché un peu sur le chemin de la hausse, pour dire les choses un peu simplement. Là, on est dans cette période un peu plus volatile, plus rangée désormais. Oui, alors probablement, en tout cas, nous, ce qu'on en attend de cette période de résultats, c'est justement avoir des inputs macroéconomiques. C'est-à-dire que vérifier finalement que tous les chiffres sont bien pris en compte au niveau microéconomique. Et c'est vrai que si on voit des disruptions d'entreprises, alors on va s'intéresser plutôt à des secteurs qui n'ont pas notre faveur d'habitude, mais si on voit que les résultats de Total sont en très forte hausse du fait du prix des matières premières, ça va nous donner un scénario de marché qui va être probablement différent pour les trimestres à venir. C'est que là, on a eu du mal, en tout cas moi, j'ai eu du mal à croire à l'inflation. Et c'est vrai que quand on regarde les dynamiques, il faudrait peut-être avoir des portefeuilles plus équilibrés entre value, croissance, et tirer parti finalement des secteurs qu'on n'aime pas forcément, mais qui vont bénéficier en tout cas d'une tendance qui, à mon avis, va être plus pérenne qu'attendue. Alors c'est intéressant parce qu'en septembre, en Europe en tout cas, les deux seuls secteurs qui progressent, c'est financière, banque et pétrole, oil and gas, énergie. Vous dites, on n'a pas envie d'y aller tactiquement si c'est juste un call tactique, mais par contre, si on voit que c'est quelque chose qui se met en place pour un trend plus long, là, on sera prêt à y aller. Exactement, et en fait, c'est ça qu'on attend des résultats, c'est vrai qu'on est très positionné technologie, vraiment des choses assez évidentes. Voilà. Ouais. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas un peu en retard sur le changement de pied du marché? Et de toute façon, c'est absolument pas trop tard quand on regarde les métriques, quand on regarde le prix des banques. Parce qu'il y a déjà eu un moment value quand même, entre novembre 2020 et mars, avril 2021, il y a déjà eu un grand moment value. Exactement, mais quand on regarde en fait le prix des indices, finalement, on est revenu au niveau de 2019 sur les banques. Alors on a fait un grand sourire, on est passé par vraiment moins 50, on a fait plus 100, mais on est toujours à des niveaux qui sont complètement déprimés. Et là, en fait, si on est dans un cycle de croissance avec des taux qui remontent progressivement, et surtout une courbe des taux qui s'aplatit, alors à ce moment-là, probablement qu'on va devoir revoir complètement notre construction des portefeuilles. Courbe des taux qui se pontifie. Alors, elle s'est déjà pontifiée, mais si elle commence à s'aplatir vers le haut... Là, ça veut dire que la croissance est installée, qu'on est dans un cycle quand même économique beaucoup plus clair, et probablement que la construction des portefeuilles va évoluer différemment. Bon, mais les résultats de Total, moi je vous le dis, ils vont être très bons. Oui, non. Alors, il n'y a pas besoin d'être. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'être analyste. Bien sûr qu'ils vont être très bons. Mais sauf que, est-ce que cette tendance, on va avoir de l'information qui va nous dire, en fait, cette tendance va parce qu'on a des pénuries de production, on a des problèmes d'approvisionnement, en fait, on est obligé de monter les prix. Et tout ça, et la période de Noël, là encore, on va avoir un son de cloche des entreprises qui vont dire, en fait, on va possiblement manquer de produits, donc les prix vont monter, et tout ça va nous donner des indications macroéconomiques qui vont être, à mon avis, très importantes et qui vont nous permettre justement de probablement réallouer les portefeuilles. Bon, un petit mot effectivement de comment on est positionné, et je ne sais pas quel type de décision de gestion on se prépare éventuellement à prendre, quelles sont les options là en termes de gestion qu'on a devant nous, David. Alors nous, en termes d'allocation d'actifs, l'été dernier, on avait acté les excellentes performances qu'on avait vues sur les marchés depuis le début de l'année. Donc, on avait plutôt réduit les expositions. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a profité de la baisse pour remettre un peu de capital au travail. C'est on est plutôt dans cet esprit-là, de trouver des points d'entrée pour remettre au travail tout ce qu'on a sorti en fait avant l'été. Maintenant, bien entendu, on ne le fera que si le scénario plutôt serein
Ouais. qu'on a esquissé. Poursuite de la normalisation tranquille de la croissance, des politiques monétaires, sans etc. emballement du marché sur les taux d'intérêt, etc. C'est sûr que tout se passe en douceur, quoi. si le fameux mouvement de 1,60 à 2%, on le fait en 2 semaines, ça va être compliqué, quoi. Mais et on a envie de privilégier c'est toujours la question, mais est-ce qu'on a envie de privilégier certaines zones, certains indices, certains secteurs Alors, nous, pour le moment, on a abandonné notre biais croissance il y a de ça, en fait, oui, c'était à l'automne 2020. Oui, Voilà. c'est ça, les vaccins. On a rééquilibré les portefeuilles. On n'a pas pris de biais value fort. On a juste rééquilibré les portefeuilles de type, donc en style, on dit blend. Mais, et on est encore sur ce style-là. On est encore très équilibré pour justement parce que on ne sait pas trop encore où aller. Mais c'est vrai, là où je rejoins Pierre, c'est que je regardais le secteur bancaire à 0,8 fois la book value. On ne peut pas dire que c'est très cher. Et pourtant, ça a déjà doublé. Mais c'est vrai que c'était à 0,4 fois la book value, qui était une totale anomalie. Voilà. Et on a vu, même dans les séances un peu d'alerte qu'on a eues ces derniers jours, les banques tiennent toujours plutôt bien, remarquablement bien, effectivement. Sur la croissance US, et notamment, c'est un tropisme fort que vous avez chez Constance Associés, Antoine, au-delà des résultats, mais est-ce que l'idée de taux américains qui remonterait, est-ce que ça peut être un moment douloureux pour les grandes valeurs de croissance ? Il y a toujours un peu de repricing. Et qu'est-ce qu'on peut dire de leur valorisation aujourd'hui, par exemple ? Alors, si on parle vraiment des top valeurs du S&P notamment, donc on les connaît, notamment les GAFAM, elles sont vraiment pas si chères que ça. On a Facebook qui a clairement un petit peu subi les aléas et les dernières nouvelles, donc notamment la panne premièrement. Il y a aussi le passage au congrès de la lanceuse d'alerte qui était une employée de Facebook et qui a mis en exergue qu'a priori la société ne serait pas nécessairement très diligente quant aux mesures qu'elle s'était engagée à mettre en place suite justement aux élections présidentielles américaines. Donc non, on considère que sur les top market cap, il n'y aura pas de souci particulier. Encore une fois, nous vraiment, l'objectif, alors clairement pour abonder dans votre sens, nous on considère que la zone Amérique du Nord et les États-Unis principalement ont vocation à nettement surperformer l'Europe ou d'autres zones géographiques de par la puissance de l'économie, la flexibilité aussi qu'on n'a pas abordée du marché du travail et qui permet ce rebond aussi beaucoup plus rapide. Et clairement, on voit que les croissances des bénéfices aux États-Unis continuent de défier absolument n'importe quelle autre zone géographique sur la planète. Donc on ne voit pas nécessairement d'inquiétude sur les niveaux de valorisation. Typiquement, je regardais les niveaux de valorisation du S&P à 2021. Le rapport cours sur bénéfices est prévu pour revenir à celui de 2019 environ, repasser en deçà par la suite. Donc voilà. Ouais. Et alors, un truc dont on parle pas trop encore, c'est le dollar, qui remonte un peu. Ça va de pair depuis un an. Ça va finalement de pair avec tout ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que vous avez un environnement d'un côté de l'Atlantique où l'économie repart, où on commence à parler de tapering et même de hausse de taux en 2022, ce qui était inenvisageable il y a 6 mois. De l'autre côté de l'Atlantique, pour prendre l'exemple du bloc euro, on a une situation de croissance un petit peu molle. Alors, une belle reprise et un beau rebond, fatalement, à la suite de la pandémie. Mais pour autant, quand on regarde, et c'est ça qui, à mon sens, est intéressant, quand on regardait les croissances avant la crise sanitaire, la zone euro, était assez molle, on peut le dire, comparativement aux États-Unis. Donc c'est assez logique de voir le dollar faire ce chemin, puisque tout le monde price une hausse de taux aux États-Unis, un dynamisme qui repart, alors qu'on attend peut-être encore des résultats un peu plus probants sur le bloc européen. Mais pour l'instant, c'est pas un problème. C'est un problème pour personne, là. C'est pas nécessairement pas pour les entreprises, pas pour... Ça peut le devenir à un moment donné, mais bien évidemment. Je sais qu'à un moment, ça peut le devenir, mais là, vous dites, c'est pas... Alors, si vous écoutez Nike, de toute façon, dès que le dollar prend ne serait-ce qu'1% sur l'année, c'est un problème. Il y a des alertes, ils sont toujours très méfiants là-dessus. Pour autant, non, je pense que ça reflète aussi une certaine réalité économique des choses. Et, c'est pas une entrave à la croissance aujourd'hui. Non, puisqu'on voit que dans le même temps, les marges montent aux États-Unis. Donc, tant qu'ils arrivent à continuer à faire monter les marges, ils auront ce levier sur lequel ils peuvent jouer en cas d'appréciation du dollar.
petit mot sur le dollar, non? Je sais pas, on va s'y réintéresser aux devises ou pas? Parce que pour l'instant, c'était vraiment tranquille. Non, sur le mais front des devises, hein. nous, on a toujours adoré le dollar parce que c'est vraiment un amortisseur dans les performances des fonds, notamment des fonds diversifiés. Et c'est vrai qu'on ne prend jamais de sous-jacent couvert du risque de change parce que le dollar est une assurance vie sur les marchés financiers. Enfin, le consensus de début d'année était plutôt négatif dollar. Ah ben, Nous, à 1,20 et l'idée c'était mais- plutôt 1,25, 1,30, 1,40. Ouais, non, nous on est vraiment on apprécie le marché américain justement parce qu'il est libellé en dollars et que si on se trompe, on a toujours cette assurance vie. On s'arrêtera là, messieurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir été tous les trois les invités de Planète Marché ce soir. Pierre Bismuth, directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. David Calfon, le président de Sanso US. Et Antoine Post, gérant de portefeuille chez Constance Associés, étaient avec nous en plateau.